Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va, il pleut, c'est un embouteillage, c'est normal. En Caroline du Sud, dès qu'il pleut, vous pouvez être sûr qu'il y a forcément un accident qui va foutre le bordel dans la circulation. Mais non, aujourd'hui, finalement, encore une fois de plus, les événements ne font que confirmer ce que je vous avais expliqué dans différentes vidéos sur la graduation, l'évolution de la violence, de la barbarie, de l'ensauvagement dans la société. Et force est de constater, alors on va quand même relativiser un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 mai, et en France, il y a cette attaque d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville pour extraire tout simplement un certain Mohamed A. On va dire un caïd, parce que bien connu des services de police, déjà interpellé, déjà condamné, je pense. Bref, le profil type du genre d'individu dangereux pour la société. Sauf que le problème, c'est que ce qui s'est passé confirme ce que on explique sur l'ensauvagement, la violence, parce que les auteurs de cette attaque n'y ont pas été par le dos de la cuillère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à essayer de temporiser, à essayer d'éviter le massacre. 2 morts et 2 blessés, dont un dont c'est quoi déjà l'expression, le vital engagé, le processus vital engagé, ou le diagnostic vital engagé, en tout cas, enfin c'est encore de la sémantique pour dire qu'il est entre la vie et la mort, voilà. Disons, appelons un chien et un chat. Et du coup, ça pose la question, moi je ne me la pose pas parce que je vous ai déjà répondu à cette question-là, mais aujourd'hui, les médias vont encore se poser la question pour essayer de temporiser l'opinion en disant « Oui, c'est bien un ensauvagement de la société, rendez-vous compte là, on a utilisé des armes d'assaut, etc., blablabla, mais, ce genre d'acte n'est pas nouveau. » Je veux dire, des braquages de fourgons, des braquages de véhicules de police, des attaques sur des véhicules pour soit extirper une richesse, un bien ou une personne. Ça a toujours existé. Sauf que là où ça commence à devenir dangereux, c'est la fréquence. La fréquence des attaques, la fréquence des braquages, des agressions. On peut ajouter les agressions pour voler un bracelet, voler un collier, voler une bague, ne cesse d'augmenter. Et là, vous avez quand même 2 fonctionnaires pénitentiaires qui ont laissé la vie, 2 qui sont à l'hosto, dont un, j'espère que sa vie va être sauvée. Mais vous imaginez que, l'impact, c'est que désormais, ça va être un peu plus compliqué pour les services pénitentiaires pour recruter, parce que les salaires de base, je pense qu'à mon avis, va peut-être falloir penser à de la revalorisation, vu que maintenant, quand vous faites un transfert d'un personnage, d'un individu déjà multirécidiviste, multicondamné, connu pour être un caïd, un chef de réseau, un truc comme ça,
la mesure de précaution, c'est de se dire que maintenant, il y a un potentiel que des gens essayent de vouloir le sortir de la situation dans laquelle il est. Avec des outils, alors là, pour l'instant, ils se sont fait bloquer au péage d'Incarville. Hein. Je connais bien ce péage parce que quand j'allais sur Paris en venant de Rouen, forcément, on passait par là. C'est quand même une autoroute qui est extrêmement fréquentée. Donc, d'où les risques de balles perdues. Hein, on a vu, il y a des images, il y a des gens qui étaient dans un car, je crois, qui ont pris des vidéos de ce qui se passait. Donc, vous imaginez. Alors là, ça se passe dans un transfert. Alors, encore une fois, là, l'enquête va falloir qu'il découvre est-ce qu'il y a une complicité intérieure au service pénitentiaire pour avoir informé les gens à quel moment, à quelle heure ils allaient sortir et quelle route ils allaient prendre, etc. Ça va y avoir une enquête, hein, c'est sûr. Sauf que là, moi je sais pas, je serais... certains diront que je suis véhément, que je suis radical, etc. Mais moi je serais ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Là je dirais au préfet, faites le nécessaire pour qu'il y ait pas de présomption d'innocence, pas d'enquête, pas de procès. Sous-entendant, faites en sorte d'éliminer, d'expédier l'affaire, parce que voilà. Parce que vu le contexte dans lequel vous êtes actuellement en France, avec une délinquance, avec une criminalité qui, de plus en plus, ne peut pas s'extirper du fait qu'elle est liée à des individus issus de l'immigration ou directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est-à-dire des étrangers, ou indirectement, c'est-à-dire des Français, mais des Français issus de l'immigration, avec finalement cette question toujours fondamentale, est-ce que ces Français sont-ils des vrais citoyens français, ou est-ce que ce sont des Français de papier, mais qui ont préservé, ont conservé une sorte d'attitude, une sorte de comportement, une sorte de tradition culturelle, familiale de leurs origines. Là, je rappelle ce que j'avais expliqué vis-à-vis des Turcs, les Turcs là, qui ont encore fait parler d'eux dans l'Est avec les fameux loups gris. Donc voilà, alors évidemment, ça aussi joue en défaveur de l'Europe, de l'espace Schengen, de la libre circulation des marchandises et des personnes. C'est-à-dire que ça a ouvert évidemment la porte à des réseaux criminels de l'autre côté de l'Europe, voire même extra-européens, qui fait que si on ne s'arme pas d'outils législatifs beaucoup plus répressifs, et si à un moment donné on ne prend pas des décisions vis-à-vis d'individus étrangers nocifs pour les réexpédier chez eux, le résultat il est là. Et je dirais le résultat il est là, c'est que je rappelle qu'à Marseille, c'est devenu le western moderne. C'est tout le monde qui est en train de régler ses comptes à coups de Kalachnikov. Et que maintenant, on n'a plus peur, on a l'audace quand l'un d'entre eux, tout du moins une tête importante, se fait arrêter, mettre en prison, on va tout faire pour essayer de l'en sortir. Plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu la photo du bonhomme, il ne respire pas une intelligence absolue. Vous allez me dire, peut-être que je fais du cliché, du jugement hâtif, etc. Mais ça rejoint ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. C'est la déliquescence du système. Et aussi bien du système dans les réseaux criminels. Il y a encore 40 ou 50 ans, vous aviez des individus qui avaient des codes, qui avaient une éthique, qui avaient une certaine respectabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'autorité pour se faire tout petit, pour pouvoir faire leurs activités, etc. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il y avait de la microche. Mais petit à petit,
il y a eu une sorte de libéralisation des mœurs dans les milieux criminels qui ont fait qu'on a commencé à voir des individus qui étaient des véritables chiens enragés. Mérine était l'un d'entre eux. Mérine était un chien enragé. C'est pas un mec très fut-fut, hein. C'était un bourrin. Et plus aujourd'hui, vu le contexte, vu le marché considérable que peut engendrer aujourd'hui le marché de la drogue, évidemment, ça génère des guerres de territoire, ça génère des conflits entre différents réseaux qui se sont démultipliés au fil des décennies, et qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent être calife à la place du calife. Alors, la question qui serait intéressante, c'est pourquoi avoir organisé cette attaque pour libérer ce type ? Qu'est-ce que ce type a de si important ? Est-ce que c'est juste parce que la famille a voulu tout faire pour le sortir de la merde dans laquelle il était ? Ou est-ce qu'il a une certaine importance pour que on ait organisé cette attaque dans laquelle, malheureusement, 2 agents pénitentiaires y ont laissé la vie. Les armes, pareil, souvenez-vous, je vous avais dit dans une vidéo, les armes dans les banlieues, les armes dans les quartiers, elles ont toujours existé, sauf qu'elles étaient entre les mains de gens qui savaient qu'il ne fallait pas les laisser entre n'importe quelle main. Sauf qu'aujourd'hui, les armes, elles commencent à sortir. Elles commencent à sortir pour permettre à des connards d'aller tuer même celui qui a un mauvais regard. Je crois qu'il y en a un là qui s'est fait buter près d'une boîte de nuit ou un truc comme ça parce que... C'est-à-dire que là, il va y avoir à un moment donné une transition où le couteau va laisser la place à l'arme de poing. Même si, encore une fois, ce n'est pas anodin. Ça arrive, c'est arrivé. On a tous entendu dans nos régions, dans nos petits coins ruraux, un jour, une boîte de nuit où, parce qu'un client s'est fait virer, est parti et est revenu avec un fusil à pompe et a essayé de faire du tir au pigeon. On a tous entendu ce genre d'histoire. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où il faut savoir raison garder sur la réalité de la violence de la société, mais et surtout prendre conscience que il y a toujours une certaine proportionnalité, on va dire raisonnable. Sauf que là, aujourd'hui, cette proportionnalité, ça fait quand même depuis une dizaine d'années qu'elle commence à prendre de l'envergure, qu'elle commence à prendre des proportions inquiétantes. Inquiétantes pourquoi ? Tout simplement parce que les actes deviennent de plus en plus violents, de plus en plus barbares. Ne parlons même pas de ces délinquants ensauvagés qui n'hésitent pas à tuer. Et après, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils regrettent leurs gestes, mais tout d'un coup sont confrontés à une réalité, la réalité qui n'était pas la leur au moment des faits. Parce que, voilà, issus de milieux où il y a un certain nombre de codes, un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs qui sont cultivés, hérités, motivés, mais qui ne collent plus du tout avec la réalité. Et quand la réalité, tout d'un coup, les rattrape sur leurs actes, c'est des gamins, ils sont paumés. Ils ne comprennent plus, parce que leurs repères, tout d'un coup, disparaissent. Si vous voulez, c'est un peu comme un homme de Cro-Magnon, si il est congelé et qu'il se réveille 20 siècles plus tard, tout d'un coup, il ne reconnaît plus rien. Il ne comprend plus rien. Le monde dans lequel il vivait a disparu.
C'est un peu le même effet, si vous voulez, ce qui s'est passé avec tous les gens qui ont vécu sous l'Union soviétique, sous le régime de l'Union soviétique. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans une société capitaliste. Alors il y en a qui ont réussi à s'y adapter assez rapidement, mais il y en a d'autres qui étaient dans une mentalité où les problèmes étaient résolus par l'État nourricier, etc. Du jour au lendemain, non, démerde-toi. Et c'est exactement ce qui se passe aussi en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des individus qui imaginent que leur problème, c'est à l'État de les résoudre. Sauf que le problème, c'est que l'État, vous avez voté pour Macron. Mais Macron, c'est pas un mec qui est pour l'État nourricier. Non, c'est un ultralibéral. Donc c'est marche ou crève. Et ça, malheureusement, il y a des gens, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est exactement la même chose avec les problèmes de sécurité. C'est-à-dire que les problèmes d'insécurité dans la société, parfois, quand ça commence un petit peu à mal délirer, on a tout planqué un peu sous le tapis, pour plusieurs raisons, des raisons politiques, des raisons budgétaires, des raisons éthiques, des raisons sociologiques. Sauf qu'il y a un moment donné où, vous savez l'expression, à force de planquer la poussière sous le tapis, au bout d'un moment, ça fait une bosse et ça se voit. Là, aujourd'hui, tout est en train de remonter à la surface. Et l'idée que le pas d'amalgame, oui, sauf que là, le pas d'amalgame, il ne fonctionne pas parce que, très clairement, on a 71% des délits qui ont été commis par des individus qui sont issus de l'immigration. Là, ça coince. Alors après, il y aura toujours des idéologues qui vont dire « Oui, mais c'est normal, vous comprenez, c'est des individus qui sont sujets au racisme systémique, on ne leur donne pas leur chance, ils n'ont pas accès à la réussite sociale, etc. » Non. Et non, le problème, c'est qu'on a ouvert le robinet de l'immigration parce que ça permet de dumper la démographie, mais pas la fiscalité. Ça permet à des gens d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, surtout si elle est sans papier. Donc on reste toujours dans le modèle capitaliste ultralibéral. Ça ne change pas. Même si derrière, vous avez des gens qui vont essayer de mettre des couvercles humanistes, des couvercles droits de l'hommiste. Sauf que le problème, c'est que quand tout d'un coup, de plus en plus d'événements, et là encore, l'individu, il ne s'appelle pas Roger, il ne s'appelle pas Boris, il ne s'appelle pas David, il ne s'appelle pas Giorgio, ou truc comme ça, je veux dire, il s'appelle Mohamed, je ne sais plus. Donc on est bien toujours et encore dans le même schéma, dans le même cliché. Un cliché qui, devient de plus en plus difficile à masquer. Alors bien sûr, les familles des deux agents pénitentiaires qui sont morts, à un moment où je vous parle, ça se trouve, là vous avez déjà des conseillers, des assistants psychologues qui sont à leur côté pour essayer de leur faire comprendre que, si jamais vous faites des interviews, si jamais vous voulez parler aux médias, etc., surtout dites ça, mais pas ça. Apaisez, mais n'alimentez pas le feu. Les dernières familles des victimes, de jeunes victimes, etc., leur discours, c'était ça. On sentait bien que leur discours, c'était pas un discours... on sentait bien qu'il y avait un briefing qui avait été fait avant. Alors, sauf que là, évidemment, non seulement les vidéos circulent, mais en plus de ça, c'est très violent. C'est-à-dire que là, c'est expéditif. C'est-à-dire que là, on fait pas dans le détail. C'est-à-dire que là, on tire dans le tas. Donc le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui, comme je vous l'ai dit, n'ont plus d'éthique, n'ont plus d'honneur, et sont capables même
de tirer dans le tas, même s'il y a des enfants, même s'il y a des femmes dans les alentours, la balle perdue, ça peut aller très vite. Là, fort heureusement, les échanges de tirs, il n'y a pas eu de balle perdue autour sur des civils, sur des conducteurs, mais un jour, ça va arriver où ça va se castagner, où ça va se tirailler dans tous les sens, et il va y avoir des passants qui vont prendre des balles perdues. Souvenez-vous de ces images impressionnantes d'un hold-up en plein Paris. Alors en plus, quand vous avez des gens qui sont un petit peu neuneux, qui se rendent même pas compte de ce qui se passe et qui sont complètement tétanisés parce que évidemment c'est une réalité auquel ils n'ont jamais été confrontés et puis que tout d'un coup ils savent pas quoi faire. Mais je vous rassure, aux États-Unis on a les mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mec qui à New York s'est immolé par le feu. Autour de lui il y avait des tas de gens autour de lui. Pas une seule personne s'est précipitée pour essayer de l'aider. Il a fallu que ce soit des agents de sécurité et des flics d'un immeuble voisin qui, entendant des gens dire « police, police, police », mais il s'est passé au moins 1 minute 30 avant que les flics commencent à intervenir pour essayer d'éteindre le feu. Bon, malheureusement, le mec, il est mort. Je veux dire, si vous avez vu les images, là, valait mieux qu'il meure tout de suite, le mec, parce que là, les souffrances des brûlures sur tout son corps, ça aurait été insoutenable. Mais moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est pas tellement le fait que le mec se mette le feu, c'est qu'autour, les gens ne réagissent pas. On a l'impression que les gens sont complètement dépassés par l'événement et sont complètement émasculés, complètement vidés de tout humanisme pour essayer de trouver une solution. Je sais pas, tu retires ton pull, ton blouson, il t'essaie d'éteindre le feu. Non. Et le pire, c'est ces gens qui filment. Ils filment et ils disent « Oui, police, il faut intervenir, etc. » Mais pourquoi tu n'interviens pas, toi ? Il y a malheureusement en France des gens comme ça, vous en avez, mais un sacré paquet. Des paquets de gens qui sont émasculés complètement. Et le pire, c'est que c'est parfois peut-être des gens qui vont aller dans les manifestations pro-palestiniennes, etc., mais qui le jour où sont confrontés à une réelle violence, à une barbarie, ces gens-là, ils meurent. Ces gens-là ne peuvent pas survivre, c'est pas possible. Donc vous voyez, je pense que ça va être très intéressant parce que de plus en plus d'événements vont avoir des dommages collatéraux qui vont révéler des réalités de la société. Exactement comme ce que je vous avais expliqué sur ma vidéo néo-antisémitisme version 2.0, c'est que la primitivité du propos, de la pensée, pousse des gens à organiser ou à aller manifester, alors en tout bien tout honneur, avec tout l'humanisme qu'on peut leur attribuer et respecter. Je veux dire, vouloir contester, protester contre un massacre, moi je suis tout à fait pour, ok. Mais ces gens-là n'arrivent pas à comprendre qu'un mouvement de foule, une manifestation, va forcément attirer des extrêmes. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour constater par vous-même. Et bien c'est la même chose avec l'insécurité, avec la délinquance, avec la criminalité. C'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène crescendo, dont d'ailleurs des gens comme Alain Bauer, ça fait depuis des années qu'il l'explique. Et j'irais même faire référence à Oberton et son fameux livre La France orange mécanique, qui est un livre maintenant qui a plus de 10 ans,
je sais pas, quand vous lisez le livre aujourd'hui, vous dites, mais ça n'a pas changé, ça a même empiré. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on cherche à comprendre, à analyser la situation, si vous allez un peu trop loin dans l'analyse, il y a des gens tout de suite qui vont commencer à dire que vous êtes d'extrême droite. Parce que, évidemment, vous mettez en évidence, vous mettez sur la table du factuel. Du factuel qu'évidemment, des idéologies politiques instrumentalisent, utilisent comme support pour faire valoir leurs idées. Et j'ai envie de dire, ils auraient tort de se priver. Je veux dire, Zemmour, Bardella, Le Pen, Philippot, etc. Ça ne serait pas des bons politiciens s'ils ne se servaient pas de ces événements. Et inversement, la gauche, surtout les ultra-gauches, aujourd'hui, alors on a Mathilde Panot, oui, qui a quand même tweeté, oui, c'est extrêmement grave, soutien aux fonctionnaires, blablabla, et blablabla. Mais le problème, c'est que cette personne, si les services pénitentiaires avaient été peut-être mieux équipés, s'ils avaient pu se défendre, s'ils avaient tué, et alors encore plus s'ils avaient tué des gens issus de la diversité, Mathilde Panot aurait été certainement la première à dire oui, il faut désarmer les agents pénitentiaires, c'est pas normal, ils ont tué, blablabla, etc. C'est exactement l'affaire Naël. C'est-à-dire que Naël, petit délinquant notoire, devient tout d'un coup une victime, et le policier qui, dans un instant de tension, dans un instant où, encore une fois, comme je vous le disais, tous ces gens qui n'interagissent pas ou qui ne font rien face à un événement, c'est les premiers à lui sauter à la gorge parce que, oh, il a tué le gamin. Mais mets-toi à la place du flic. Alors attention, je l'avais déjà expliqué, j'entends bien que peut-être, aujourd'hui, dans la police, il y a peut-être des gens, en effet, qui ne devraient pas porter une arme. Parce que psychologiquement, ne sont pas adaptés à ce métier, adaptés aux pressions, aux tensions qu'il y a dans certaines situations. Malheureusement, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, dans certaines fonctions publiques, ça peine à recruter. Donc des fois, on recrute des gens qui réussissent à passer les examens, si tant est que les examens, on ne baisse pas un petit peu le niveau, parce qu'on sait que si on garde le niveau, sur 100 candidats, il y en a peut-être que 5 ou 10 qui passeraient le cap. Donc il y a un moment donné où, voilà, encore une fois, on est dans le système de déliquescence absolue, à tous les niveaux. Et dans ce système de déliquescence, le système n'étant plus adapté, n'ayant plus les outils, n'ayant pas les bonnes personnes au bon moment, au bon instant, et vous avez des dérapages, vous avez voilà ce qui se passe. Vous avez l'affaire Naël, et là maintenant cette affaire, comment est-ce qu'on a pu transporter un individu, alors il y avait un fourgon et un autre véhicule, mais apparemment finalement c'était pas suffisant. Parce que là, l'attaque a été orchestrée, usage de fusil d'assaut. Là, on est en véritable opération commando, j'ai envie de dire. Donc, limite, les agents pénitentiaires, ils n'avaient aucune chance. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et je vous dis, alors, moi, mon pronostic, c'est que s'ils retrouvent les mecs, peut-être qu'ils vont faire en sorte de les liquider, de les descendre. Comme ça, on liquide l'affaire, pas de procès, pas d'enquête, pas de polémique, etc. À mon avis, ça part dans cette orientation-là, parce que derrière, il y a tout l'aspect sécuritaire, les agents pénitentiaires, la police nationale, gendarmerie, où ça va peut-être commencer aussi un peu à gueuler contre cette justice qui, parfois, ne met pas ou ne donne pas les outils qu'il faut
pour essayer au maximum de mettre hors course des criminels, des gens dangereux pour la société. Des gens dangereux, dont d'ailleurs certains reconnus coupables, etc., j'ai envie de dire, ont été relâchés dans la nature. Et ont recommencé, et ont fait pire. Donc voilà, petite vidéo réaction sur ce fait qu'on pourrait qualifier de fait divers, mais qui en réalité n'en est pas un, parce que va évidemment remettre sur la table un certain nombre de sujets, un certain nombre de questions, et remettre évidemment la problématique d'individus, de leur appartenance communautaire, de leur comportement, de leurs attitudes, etc. etc. Et nous, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.